Saga Storyfy présente L'héritage des maudits, écrit par Ted Schweik, lu par Olivier Lovero. Prologue. 11 avril 1942. Orphelinat Sainte-Clotilde. Quand sœur Gisèle a surgi, Joseph et moi dormions à point fermé. Nous ne nous doutions pas de quelle heure il pouvait être, ni depuis combien de temps nous nous étions mis au lit. Mais il nous a fallu très rapidement nous lever, nous habiller et rejoindre le vestibule plongé dans l'obscurité pour nous mettre en rang. Il régnait une étrange agitation, silencieuse et menaçante à la fois. De partout, les élèves affluaient, les yeux encore englués de sommeil, le cheveu en bataille, la tenue débraillée. Les religieuses nous faisaient nous regrouper par dortoirs, avant de nous guider pour emprunter les larges escaliers menant 2 étages plus bas, dans le hall d'entrée, d'où nous percevions des cris et des invectives dans une langue qui n'était pas la nôtre. Bien sûr, nous ne comprenions pas ce que l'occupant allemand voulait nous dire. Mais la virulence avec laquelle étaient assénés les mots nous permettait d'affirmer qu'il s'agissait d'ordres à respecter à la lettre. « Raus! Schnell !» Sœur Luce s'est approchée de notre groupe et nous a considérés sévèrement. « Que je n'en vois pas un sortir des rangs, sinon c'est une semaine de punition. » Il va sans dire qu'aucun d'entre nous ne releva, ni n'osa émettre la moindre protestation. Les réprimandes allaient crescendo avec le degré de sottise constaté. Cela pouvait n'être qu'un simple avertissement jusqu'à l'enfermement dans une pièce humide et froide où nous devions, à voix haute et à genoux sur une règle en bois, réciter des « Notre Père » et des « Je vous salue Marie ». Notre groupe avança. Nous arrivions au premier lorsque les clameurs redoublèrent d'intensité. Personne ne bronchait, pas même les sœurs qui jetaient des coups d'œil inquiets par-dessus la rambarde, cherchant à s'informer des motifs du chahut régnant au rez-de-chaussée. Nous savions tous, quand les soldats de la Wehrmacht s'affairaient de la sorte, que ce n'était en général pas de très bon augure, mais notre orphelinat n'avait jusqu'à présent jamais eu à souffrir de ce genre de manifestation d'autorité. Mes camarades et moi n'étions que de jeunes orphelins, soustraits à leur famille, de parents décédés ou non. D'ailleurs, nous ne connaissions pas dans les détails ce qui amenait chacun d'entre nous à fréquenter l'établissement. Ce secret étant l'apanage de sœur Marie-Thérèse, notre directrice. Cependant, Joseph et moi étions ce que l'on peut appeler des pensionnaires particuliers, et nous essayions au maximum de nous intégrer sans éveiller le moindre soupçon quant à nos origines. Nés français, de parents émigrés polonais, nous demeurions, au regard de toute une frange de la population, ce que l'on a coutume d'appeler des parasites, des nuisibles, des rats, des sales juifs. Ce qui, en ces temps de conflits et de délations arbitraires, nous obligeait à nous camoufler et à ne surtout pas nous faire prendre. Et je dissimulai pour ma part un autre très important secret. « Raus! Raus! Raus !» Peu de personnes connaissaient la vérité, pour notre sécurité. Malgré notre jeune âge, nous comprenions les implications nauséabondes de ce qui se déroulait un étage plus bas. Si les Allemands prenaient la peine de regrouper l'intégralité des résidents dans la cour, et ce par cette nuit d'orage, il y avait fort à parier que le but de cette démonstration de force nous concernait. Sœur Gisèle, l'intendante, nous avait très souvent mis en garde et nous répétait sans cesse que nous devions nous méfier de tout et de tout le monde, que nous n'avions pas d'amis et que les seules personnes sur qui l'on pouvait compter étaient nous-mêmes. Des éclairs zébrèrent le ciel, projetant leurs flashs blafards à travers les carreaux des fenêtres. 2 secondes plus tard, le craquement électrique du tonnerre déchirait l'atmosphère, nous faisant sursauter, puis nous recroqueviller sur nous-mêmes, apeurés. J'aimais bien sœur Gisèle. Lorsqu'elle le pouvait, elle nous ramenait un bout de pain supplémentaire de la cuisine ou un fruit, parfois même, dans les moments les plus fastes, un morceau de fromage. Elle nous contait des histoires le soir, après les prières, s'assurait que chacun dorme bien
et veillaient sur nous. « Plus vite, les enfants !» ordonna sir Luce. Il ne nous restait que quelques marches à parcourir avant d'arriver en bas. Nous apercevions déjà les soldats s'agiter, les talons de leurs bottes claqués sur le sol, résonnant dans le hall. L'Obersturmführer, le lieutenant chargé de la manœuvre, vociférait ses commandements, sa casquette enfoncée sur le crâne, la visière sur les yeux, l'obligeant à relever le menton dans une attitude hautaine et dédaigneuse. À ses côtés, un individu sec, affublé d'une gabardine de cuir noir, pestait devant la lenteur du regroupement. Il ponctuait ses phrases de gestes mécaniques en remontant ses lunettes rondes sur son nez, tout en braillant d'une voix stridente des « Raus, schnell !» qui se répercutaient contre les pierres usées de la grande bâtisse. Ne restait que notre groupe. Quelques-uns sanglotaient. J'en percevais les reniflements indélicats, mais ne m'attardais pas sur ce détail, ne voulant pas à mon tour céder à la pleurnicherie. « Allez, bande de peste !» gronda sir Luce. « Dépêchez-vous de former le rang dans la cour. Suivez vos petits camarades et ne bougez plus. »« Il pleut, ma sœur !» osa un jeune garçon de 6 ans nommé Pierre. Il reçut une gifle et baissa la tête. Un nouveau grondement de tonnerre fit trembler les murs. Les soldats allemands nous encerclèrent tandis que nous nous ordonnions sagement sous les trompes d'eau. L'officier et le petit homme sec de la Gestapo se postèrent face à nous. Il régnait un silence de mort, uniquement rompu par le vacarme assourdissant de la tempête grondant au-dessus de nos têtes. Les mains croisées dans son dos, l'Obersturmführer nous scrutait, tandis qu'un éclair illuminait la scène. Je vis scintiller le petit crâne sur le devant de sa casquette, et bien que je ne sois pas au fait de toutes les subtilités des décorations et des breloques militaires, je savais pourtant que ceux qui arboraient ce genre d'insigne faisaient partie des troupes de la mort de la Schutzstaffel, considérée à juste titre comme sans pitié et cruelle. Détrempés, nous grelottions. Les rafales de vent nous glaçaient, tandis que les SS Schutz, les soldats de 2e classe, nous menaçaient de leur MP40. Vous dire combien de temps nous avons dû patienter avant que l'officier ne daigne prendre la parole me serait impossible. Il me semblait que tout mon corps se noyait, mes jambes ne me portaient plus, mes cheveux ruisselaient sur mon front et mes maigres vêtements étaient devenus spongieux et lourds à porter. Certains vacillaient, en proie à des vertiges, d'autres imploraient timidement la clémence en tremblant de froid et de terreur. Les religieuses patientaient dans la tourmente, tout aussi anxieuses que nous, malgré la promesse qui leur avait été faite de respecter ces serviteurs de la religion catholique. L'Obersturmführer prononça une longue phrase, aussitôt traduite par son acolyte dans un français approximatif au fort accent germanique. « Nous savons vous cacher des Juifs. Eux sortir aucun mal nous feront. Si eux pas sortir, nous exécuter ein Kind, un enfant, dans les 10 minutes. » Une sœur chercha à s'interposer en défendant notre cause. Elle se retrouva vite accompagnée par 2 soldats qui la maltraitèrent en la conduisant loin du rassemblement. Joseph et moi avons échangé un regard inquiet, puis à l'instar de tous les rassemblés, avons baissé la tête en accord de soumission. La plupart d'entre nous avions les jambes flageolantes, le souffle court et le cœur battant la chamade. Nous savions tous, sans exception, que les menaces proférées par l'officier SS seraient mises à exécution à la seconde où les 10 minutes fatidiques seraient écoulées. Ce dernier consultait régulièrement sa montre, impassible, considérant l'assemblée d'un air méprisant. L'air humide nous soufflait sur la nuque. Une pluie dense s'abattait depuis plusieurs heures sur les pavés, engendrant d'immenses flaques dans lesquelles nous pataugions sans nous plaindre. L'orage s'éloignait sensiblement, mais nous surprenions toujours, dans le ciel chargé de nuages sombres, les flashs éblouissants des éclairs. On aurait pu croire qu'une bataille se déroulait à l'horizon, les secousses du tonnerre créant l'illusion des détonations des canons anti-aériens. « Ich sers, sie wollen nicht kooperieren !» déclama l'officier d'une voix monocorde, au calme inquiétant.
Tu ne veux pas aider nous » traduisit instantanément l'homme chétif et arrogant. Les 10 minutes cruciales s'égrenèrent sans que quiconque ne se manifeste. L'Obersturmführer s'approcha de nous, nous fit relever la tête un par un, scrutant nos visages enfantins embarrassés, y goûtant un certain plaisir, puis désigna arbitrairement Jules d'un doigt inquisiteur ganté de cuir, un gamin de 8 ans discret et timide qui s'endormait régulièrement en suçant toujours son pouce. « Si !» 2 soldats vinrent aussitôt le soulever par les bras pour l'entraîner au fond de la cour, au pied d'un grand chêne. Ils déroulèrent une corde, la jetèrent adroitement au-dessus d'une grosse branche, puis la nouèrent autour de son cou. Jules ne se débattait pas. Il tremblait de peur, ses yeux cherchant un soutien, un ami, une échappatoire. D'aucuns n'osaient croiser le sien. Nous conservions les yeux rivés au sol, fixant sans les voir nos vieilles godasses élimées. Nous ne savions pas quelle attitude adopter. Se dénoncer équivaudrait à passer de vie à trépas sans procès, ni aucun autre moyen de plaider notre cause. Ne pas le faire condamner implacablement à mort plusieurs de nos camarades. « Es gibt kein Juden hier » ? Toujours pas de juifs ? L'Obersturmführer leva la main droite. La corde se tendit. Jules se raidit. Ses pieds frôlaient à peine le sol. Il râla en agitant les bras, tentant maladroitement de se défaire du nœud coulant lui écrasant la trachée, comprimant ses artères carotides. Obéissant à l'ordre martial, les soldats tirèrent plus fort. Jules monta de 20 centimètres, assez pour que son propre poids aide à resserrer le garrot, l'asphyxiant progressivement. Son visage devint écarlate. Il secouait désespérément les jambes à la recherche d'un appui, ainsi que d'un souffle d'air pour s'oxygéner. De faibles borborigmes s'échappèrent de sa bouche, crispée par la douleur, puis il se contracta. Ses lèvres bleuirent en une grimace immonde. Sa langue gonfla, puis, dans un dernier soubresaut, Jules se tétanisa avant de se relâcher mollement. Son corps inerte se balança sinistrement au gré des bourrasques, son regard vide fixant l'assemblée de sa froideur post-mortem, semblant nous accuser de la responsabilité de cet acte odieux. « Keine Jude » ? Les Juifs sortirent des rangs. Vous encore 10 minutes, menaça l'agent de la Gestapo, tandis que l'on décrochait Jules pour jeter son cadavre à la vue de tous. Un frisson d'effroi enveloppa l'assistance. Beaucoup gémissaient maintenant. Les religieuses conservaient leur mutisme, plongées dans leurs prières, ignorant le drame comme s'il s'était agi de la simple répétition d'une pièce de théâtre morbide. Les vents forts frappaient les façades noircies par le temps. L'on percevait au loin le tintement régulier des cloches d'une église. L'orage s'était définitivement transformé en une épouvantable averse, inondant la moindre parcelle de terrain. Les eaux gelées, l'esprit transi d'une terreur sans nom, nous ne flanchions pourtant pas face à l'ignominie de la sentence despotique venant de condamner Jules. Sur qui allait-elle s'abattre à présent ? Nous demeurions en plein dilemme. Joseph, qui ne s'apitoyait jamais sur son sort, s'était muré dans une sorte d'aphasie, réfutant toute trace d'émotion de son visage juvénile. Je voyais bien qu'il me jetait de temps à autre un regard discret, semblant m'inviter à me taire, ou à ne surtout pas succomber au chantage des tortionnaires nous dominant de leur présence hostile. Un étrange sentiment de culpabilité me parcourait pourtant. Je me sentais à la fois victime et coupable. 10 minutes, c'est très court, ou très long, en situation de stress et de danger. Les suivantes passèrent trop rapidement, nous plongeant davantage en pleine épouvante quand les soldats conduisirent Marcel, le meilleur ami de mon frère, à la potence. Ce dernier s'opposa faiblement à la décision avant qu'un violent coup de crosse dans les reins
ne le contraignent à obtempérer sans résistance. Ses godillots râpés laissèrent 2 futiles traîner dans la boue épaisse lorsqu'il fut conduit sans ménagement sous l'arbre centenaire. La corde s'enroula, puis les bourreaux le maintinrent de façon à ce que seul le bout de ses pieds touche le sol. « Jude !» Sir Luce s'avança. « Bitte mein Herr Officier !» commença-t-elle dans un allemand correct. Le bonhomme à la gabardine la stoppa sèchement. « Sprich nicht mit dem Officier !»« Ne pas parler à mon officier !» La religieuse recula d'un pas, sa cornette dégoulinée sur son visage ridé. Elle se renfrogna, puis s'adressa sans complexe à l'homme qui venait de l'interpeller. « Nous sommes dans un orphelinat, mais aussi dans une maison de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre. »« Nous ici, chez nous !» La coupa-t-il froidement. L'officier fit signe aux soldats. Marcel succomba moins de 3 minutes plus tard, son corps sans vie, rejoignant celui de Jules au milieu de la cour. « Les Juifs sortir, schnell ! Plus de mal nous vous faire après, schnell ! Du hast 10 Minuten ! Assassin !» La voix fluette mal assurée troua le silence atroce. Tout le monde rentra la tête dans les épaules, attendant la sanction. L'Obersturmführer sortit alors son Luger, se dirigea vers Juliette, une orpheline de 10 ans, puis lui logea une balle dans la nuque avant de reprendre sa place. La fillette s'écroula aux pieds de mon frère, son sang se mélangeant rapidement à la terre. Des murmures s'intensifièrent dans les rangs. « Stille !» ordonna un Oberschutz en brandissant son fusil mitrailleur. La rumeur se tarit. « Monsieur l'officier, je connais les Juifs que vous recherchez. » Je me retournai vers la dénonciatrice. Sœur Gisèle nous désignait d'un doigt délateur. « Gut, sehr gut !» Tout le monde nous observait maintenant, tels des malades de la peste. Nous fûmes sortis des rangs manu militari par les soldats, puis traînés devant l'officier qui nous gratifia d'un sourire féroce. Il planta son regard d'acier sur mon frère et moi, jugeant de la qualité de sa prise, ainsi que des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur son avancement de carrière. L'homme de la Gestapo tournait autour de nous, en nous décochant des répliques méprisantes, avec un air de dégoût. « Ein stinkender, Jud siech dich aus, Jud! Amenez-les !» Les Oberschutz nous frappèrent avec leurs fusils, puis nous éloignèrent de l'orphelinat. Sur le chemin stationnait une colonne de camions militaires. Nous nous retrouvâmes vite sous bonne garde dans l'un d'eux, tandis que le reste de la troupe réintégrait les véhicules se mettant en marche. Nous eûmes un dernier regard vers la grande bâtisse dans laquelle nous avions ces derniers mois trouvé un peu de réconfort. Puis les toits s'éclipsèrent dans la nuit, ne nous laissant que les chaos de la route et le martèlement de la pluie sur les bâches comme unique rapport avec la réalité. Tout nous semblait terriblement confus. Les soldats bavardaient en s'échangeant des cigarettes, s'ingéniaient parfois à nous dévisager avant de partir dans des fous rires glaçants ou s'amusaient à nous menacer de leurs baïonnettes en nous balançant des « Jude » sans équivoque. Ce qui me contrariait le plus, c'était d'avoir été dénoncé par sœur Gisèle, la seule en qui j'avais véritablement confiance, celle à qui je me confiais, qui connaissait mon secret. Alors que je me méfiais ostensiblement de sœur Luce, qui m'apparaissait la plus sévère et la plus à même de tirer profit d'une situation embarrassante, mon instinct ne m'avait pas préparé à ressentir la morsure d'une alliée. La brutalité de cette trahison me ramena à la férocité de la vie, me faisant soudain prendre conscience de la déloyauté que l'être humain, dans toute sa perfidie, peut développer sans état d'âme. Mais vu de l'autre côté du miroir, il apparaissait aussi que notre capture sauvait plusieurs innocents. Sœur Gisèle avait peut-être agi selon les préceptes qui la guidaient. Ne pourrais-je jamais lui pardonner ? J'eus une dernière pensée pour elle, me la représentant se réchauffant au coin du feu, en train d'apaiser en récitant une comptine les survivants ayant retrouvé le confort de leur dortoir. Une gamelle de soupe, un crouton de pain, un toit,
un lit. Dans leur malheur, tous les orphelins n'imaginaient pas leur chance. Dans quelques heures, nous affronterions les rudesses de la détention, puis l'impitoyable enfer des convois ferroviaires et l'insoutenable condition de déportés dans les camps. Personne ne s'apitoierait pour les deux petits juifs. Après tout, ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. Le temps des prières catholiques reprendrait ses droits sous la houlette de bonnes sœurs menant leur monde à la baguette. L'orphelinat me semblait déjà bien loin, tandis que nous roulions vers notre destin. Celui-ci serait d'une implacable cruauté. Première partie, secret de famille. La vie n'oscille pas entre le bonheur et le malheur, mais entre le malheur et l'ennui. Johann Wolfgang von Goethe. L'orgasme est un paroxysme, le désespoir aussi. L'un dure un instant, l'autre une vie. Émile Cioran. Chapitre 1. Coup de fil. Vendredi 12 avril 2019. C'est en remettant par hasard la main sur sa tenue de sport que Nathalie Brémeux s'était rendu compte que cela faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas fréquenté le parc et ses allées propices aux longues balades amoureuses ou au jogging. Lorsqu'elle s'y rendait jadis, elle y passait le plus clair de son temps libre à sculpter son corps à grand renfort de courses effrénées contre le chronomètre, éliminant les excès en tout genre. Aujourd'hui âgée de 54 ans, elle ne visait plus la perfection, mais prenait soin d'elle, autant pour son bien-être personnel que pour le regard de son mari. Du moins, c'est ce qu'elle voulait croire en crachant ses poumons. Nathalie se définissait volontiers en ancienne fumeuse et, comme la majorité de ses contemporains dans pareil cas, succombait depuis aux sirènes du sevrage progressif promis par les cigarettes électroniques. Elle vapotait donc 7 jours sur 7 des essences aux parfums de vanille, de caramel et autres fruits rouges, ce qui ne la rendait pas moins accro au tabac quand, piégée dans d'interminables soirées trop arrosées, elle s'autorisait sans vergogne à s'en griller une. Rien qu'une seule, jurée crachée, en piratant les paquets des autres convives. Son médecin l'avait pourtant maintes fois mise en garde des risques cardiovasculaires qu'entraînaient ces addictions. Mais, et ce malgré les publicités alarmantes destinées à effrayer le consommateur, Nathalie jonglait quotidiennement entre la prise de nicotine et la vapeur d'eau chauffée goût réglisse menthe patchouli. « Je vais crever. » Elle venait de trébucher et s'accrochait désespérément à un banc public couleur vert paume, comme à une bouée de sauvetage, les poumons martyrisés par ses premiers kilomètres. Sa tenue bigarrée fluo la moulait un peu trop et marquait davantage ses petits bourrelets indélicats plutôt que les rondeurs appétissantes de ses charmes. Bien que plusieurs joggeurs lui fissent signe en passant, elle demeurait paralysée, ses jambes n'acceptant plus de la porter, son souffle refusant catégoriquement de redevenir régulier. « Quelle conne! C'est plus de mon âge, ces conneries !» Elle consentit à quitter son refuge, la démarche vacillante, se promettant de ne pas s'infliger cette épreuve avant au minimum 1 mois, le temps de retrouver un rythme cardiaque normal. En s'éloignant du parc pour rejoindre son véhicule, elle se faisait d'ailleurs la réflexion qu'elle n'avait pas été très maligne en ne s'avouant pas qu'elle aurait dû être plus prudente. De ses articulations à son cœur, en passant par ses muscles et son cerveau, son corps ne lui disait pas merci. Un terrible mal de tête lui comprimait désormais le crâne, voulant sans doute s'échapper par ses orbites, car ses yeux ne supportaient plus aucune lumière vive. Si d'aventure l'idée de courir comme une gamine de 20 ans lui reprenait, il serait de bon ton que quelqu'un l'en empêche, au risque de se voir raccompagné par une ambulance. Elle en toucherait un mot à Bernard. Bien sûr, il se moquerait d'elle, ne manquant pas de lui rappeler son année de naissance, puis argumenterait en beau parleur que prendre des risques de ce genre à son âge, sans avis médical, était une erreur, qu'elle n'aurait pas dû faire ça toute seule, que ce genre d'activité nécessitait une remise en forme progressive, et patati et patata, jusqu'à ce qu'épuisée par le sermon, elle s'enferme dans la salle de bain, se glisse dans la baignoire et s'y prélasse des heures durant, un verre de cognac à la main. Car Nathalie aimait aussi les plaisirs gustatifs de l'alcool.
parfois sans modération. Elle s'affala plus qu'elle ne s'assit au volant de sa voiture, démarra, puis laissa tourner le moteur afin d'évacuer la buée formée sur le pare-brise et les vitres. C'est en voulant consulter ses mails, attendant que la soufflerie fasse son œuvre, qu'elle s'aperçut de l'oubli de son précieux téléphone dernier cri. « Ah merde, c'est tout moi ça !» soupira-t-elle en enclenchant la première. Nathalie quitta sa place de stationnement. Elle roulait maintenant sur la rocade, contournant l'agglomération en direction du centre commercial. Malgré sa tenue vestimentaire inadéquate, Nathalie souhaitait faire quelques emplettes car nous étions déjà vendredi. Son week-end s'annonçait intense, notamment le dimanche qui verrait la famille se réunir pour l'anniversaire de sa mère fêtant ses 84 ans. Pour l'occasion, leur fils, Jérôme, ferait le déplacement. Il ne serait pas trop de deux, Bernard et elle, pour organiser la petite réception et accueillir ce beau monde sous leur toit, même si cela la contrariait un peu. Nathalie n'aimait guère ce genre de réunion. Elle les trouvait par trop souvent guindées et hypocrites, chacun y allant de ses salam-alek complaisants en se gavant de petits fours ou de gâteaux au chocolat. Mais il fallait bien qu'elle s'y plie de temps en temps, ne serait-ce que pour faire bonne figure. Alors elle se comportait en maîtresse de maison modèle, souriante, dévouée, attentionnée, au service de la journée, avant de s'écrouler le soir, éreintée, les doigts de pied en éventail devant un programme niaiseux que seule la télévision savait offrir. Bernard, connaissant sa femme par cœur, ne lui en tiendrait pas rigueur et accepterait ses sautes d'humeur en ignorant les sarcasmes qu'elle ne cesserait de proférer une fois ses invités rentrés chez eux. Elle s'engagea dans l'immense parking. Munie d'un caddie et d'une volonté farouche de fuir les lieux, Nathalie pénétra dans l'antre de la surconsommation. Une foule bruyante, hostile et contrariante envahissait le moindre espace. À la veille d'un week-end de printemps, chacun y allait de ses prévisions météorologiques en misant sur la pérennité des températures au-dessus des normes saisonnières afin d'engager ou non l'organisation d'un sacro-saint barbecue. Les rayonnages de viande à griller et autres saucisses merguez se voyaient alors pris d'assaut, renvoyant la nauséeuse image d'une société mercantile prête à l'affrontement pour entasser dans son coffre le moindre petit bout de barbaque encore dégoulinante du sang des animaux sacrifiés. Nathalie se fraya un chemin à travers ses clients compulsifs, puis se dirigea vers les étals de fruits et légumes. Elle avait prévu de composer de grosses salades, un buffet froid, le tout arrosé de quelques bonnes bouteilles de Saint-Joseph, pour le dessert, des glaces. Nathalie ne s'embarrassait pas à cuisiner. Elle se répétait souvent qu'elle userait de son temps à préparer des mets qui, de toute façon, se verraient consommés bien trop rapidement sans remerciement pour les heures perdues. Elle préférait occuper ses loisirs à des activités plus oisives. Et que ceux qui n'étaient pas contents aillent se faire cuire un œuf, son expression favorite. Elle passa l'épreuve du sourire forcé des caissières sans encombre, puis, une fois ses sacs à l'abri dans le coffre de sa berline, prit la direction de chez elle, exhalant un gros soupir de soulagement. Il ne lui restait grosso modo qu'une demi-heure de route, à condition que la circulation soit fluide, qu'il n'y ait pas eu d'accrochage sur la voie rapide, ou je ne sais quel avertissement autoroutier concernant la pollution obligeant les conducteurs à lever le pied. Nathalie pestait sans arrêt derrière son volant. Conduire exacerbait son caractère de cochon. Il n'était pas rare de la surprendre à agresser verbalement un malheureux piéton ne traversant pas assez vite. Elle s'en prenait aussi aux usagers, considérant qu'elle seule roulait correctement. Quant aux autres motifs de ralentissement, il va sans dire que ceux-ci la mettaient dans tous ses états. Dès lors, une fois franchi le portail de son domicile, tandis qu'elle enclenchait la fermeture automatique de son garage et qu'elle coupait le contact du moteur pour descendre de sa voiture, Nathalie se trouvait très souvent d'une humeur exécrable. Bernard en subissant le plus souvent les conséquences. En cette fin d'après-midi, il bricolait sans passion sur le devant de la maison. La veille,
Des vandales avaient saccagé sa boîte aux lettres, aussi la remettait-il en état du mieux qu'il pouvait. Avocat d'affaires de métier, l'art du maniement des outils n'était pas vraiment son fort, mais il détestait faire appel à des connaissances pour ce genre de menus travaux, alors il s'y collait. Nathalie pointa le bout de son capot, tandis qu'il rangeait soigneusement pinces et tournevis dans leur luxueuse caisse estampillée Facom. « T'as enfin terminé de réparer cette foutue boîte ?» Il approuva d'un hochement de tête poli. Le ton impliquait un retour de sa femme dans des conditions de circulation difficiles. « Je suis crevée, » lança-t-elle alors qu'il s'éloignait. « Si t'étais un gentil petit mari, tu me ferais couler un bain et tu m'apporterais un verre. » « Très bien, chérie. » Bernard ne protestait jamais. Disons plus justement qu'il ne protestait plus. Durant les premières années de leur mariage, il avait tenté de s'opposer, de donner son avis, de prendre certaines dispositions concernant tous les sujets liés à l'harmonie conjugale, sans succès. Perpétuellement débouté, il se voyait repoussé dans les cordes, n'ayant jamais raison sur rien, et surtout n'obtenant à aucune reprise le dernier mot. D'une mauvaise foi sans équivalent, Nathalie imposait sa façon de voir les choses, sans que jamais ne soient remises en question ses argumentations. À l'origine des conflits à répétition, ces disputes se tarirent progressivement, Bernard rendant du terrain pour éviter les trop fréquentes prises de bec et ne pas donner du sens à ce que lui avait confié un jour son père qui répétait volontiers que les vieux couples ne se définissaient plus que par des engueulades et pas de baise. Après plus de 30 ans de vie commune, il s'y était habitué, rangé du côté des bons petits toutous obéissant au doigt et à l'œil de leur maître. Nathalie lui foutait maintenant une paix royale. « Ton portable n'a pas arrêté de sonner » dit Bernard, alors que sa femme terminait de ranger les produits frais dans le réfrigérateur. « C'était qui ?»« Je ne sais pas, j'étais dehors. »« La barbe. Ça doit encore être pour le boulot. Quand arrêteront-ils de me casser les pieds, surtout quand je suis en repos ?» Bernard ne rétorqua pas. D'ailleurs, la question n'attendait pas de réponse particulière. Les semaines se suivaient et se ressemblaient. Quand Nathalie rentrait de son travail, le dit travail la poursuivait jusque dans la chambre à coucher, et il n'était pas rare de la surprendre encore à marteler avec frénésie les touches de son MacBook à des heures avancées de la nuit. Bernard ne s'en émouvait plus depuis belle lurette. Il profitait plutôt de ces moments de solitude intellectuelle pour se concentrer sur ses propres activités. « Qu'ils aillent se faire cuire un œuf !» reprit Nathalie, en notant avec peine sa combinaison trop moulante. « Je vais d'abord m'allonger dans ma baignoire, ensuite on verra. » Elle joignit le geste à la parole et s'éclipsa. « Tu m'apporteras un cognac. » Aux alentours de 18 heures, alors qu'elle sirotait un apéritif, vautrée sur le canapé devant un jeu télévisé, Nathalie consentit à prendre connaissance des appels de l'après-midi. Un correspondant ne figurant pas dans la longue liste de son répertoire personnel avait insisté en essayant de la joindre sans laisser de message. Elle tiqua. « Tu connais ce numéro ?» demanda-t-elle à son mari. Il chaussa ses lunettes, se pencha sur l'écran, puis secoua la tête en guise de négation. « C'est curieux, » reprit-elle. Nathalie hésitait à appuyer sur la touche de rappel. « Tu ne le connais vraiment pas ?»« fit Bernard en gobant une poignée de cacahuètes. « Ok, » fit-elle boudeuse. « C'est quand même bizarre. » « Ben, si c'était vraiment important, on t'aurait laissé un message, chérie, » déclara Bernard, en se resservant un verre de Martini Rosso. « Au moins pour que tu saches à qui tu as affaire. »« Ouais. Je vais essayer de rappeler, » rétorqua Nathalie, en appuyant sur la touche tactile de son mobile. « On ne sait jamais, ça pourrait être important. » Elle laissa sonner plusieurs longues minutes, jusqu'à ce que l'appel débouche sur une annonce automatique préenregistrée par l'opérateur, sans adjonction de patronyme, ni d'indication pouvant permettre une identification du porteur du numéro. « Alors ?» interrogea Bernard. Nathalie se renfrogna. Elle ne supportait pas l'échec, ni qu'on joue avec ses nerfs. «
Je n'en sais pas plus. Il s'agit probablement d'une erreur. Mais j'en saurai davantage demain. Ce soir, j'ai envie de me détendre. Rien d'autre. What else? Conclut Bernard en singeant la réplique publicitaire d'un célèbre acteur américain. Il ne comprenait pas l'entêtement de sa femme à vouloir découvrir qui se cachait derrière ce mystère, pas plus qu'il ne concevait qu'on puisse s'obstiner à appeler un correspondant sans laisser de message. Bernard réagissait plus pragmatiquement et envisageait toujours des dénouements plus terre-à-terre aux problèmes de ce type. T'as qu'à attendre qu'il ou elle te recontacte, tu seras fixé. Mais Nathalie n'était pas du genre patiente, surtout si l'on titillait sa curiosité. Elle n'appréciait pas non plus les énigmes dont elle ne percevait pas, ne serait-ce que l'embryon d'une solution. Pour elle, tout se déclinait en noir ou blanc, rarement gris. Le bien et le mal, le jour et la nuit, le yin et le yang, sans vraiment d'autres alternatives. L'absence de réponse la plongeait dans un océan de doutes. Elle tournait toujours en rond dans la salle de séjour quand la sonnerie retentit. Elle se précipita sur l'appareil. « Allô, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? »« Maman? Ah, c'est toi, mon grand. Je croyais encore à une mauvaise blague. »« T'as des soucis? »« Non, non, rien d'important. Juste un numéro qui m'appelle et je ne sais pas qui c'est. »« T'as qu'à le bloquer, » répondit son fils, tout aussi pragmatique que son père. « Sinon, tu vas bien? »« Ça va. Tu viens toujours dimanche? »« Bien sûr. Je t'appelais justement pour ça. J'arriverai samedi par le TGV de 22h43. Papa pourra venir me chercher à la gare? » Je lui demande. Nathalie fit un signe de tête à son mari pour qu'il daigne prendre part à la conversation. Il répondit par un oui, effectué avec le pouce. « Il est d'accord. On se voit samedi alors? »« À samedi, maman. » Son fils avait peut-être bien raison. Elle pourrait bloquer le numéro afin de ne plus être ennuyée. Elle s'en occuperait plus tard. Pour le moment, elle souhaitait profiter de son week-end. Bernard enfournait les cacahuètes par poignées entières et s'était déjà autorisé à réapprovisionner son verre en martini par 2 fois. Elle avait un sérieux retard à combler. « C'est à moi donc, chérie, » lui ordonna-t-elle en tendant le sien. Il s'exécuta, complaisant. La soirée se déroula paisiblement, chacun y allant de ses observations sur la journée passée, la politique, le social, ainsi que globalement tous les faits de société, avant qu'il ne se décide à visionner un Blu-ray, ne se satisfaisant pas de l'effarante insipidité des programmes proposés par le petit écran. C'est à 3 heures du matin que Nathalie fut tirée en sursaut de son sommeil. Elle observa, avec effroi, le téléphone, comme s'il s'agissait d'un serpent à sonnette, avant de prendre conscience de l'appel. Sans prendre le temps de chercher ses lunettes, elle décrocha. Chapitre 2. Garde alternée. Vendredi 12 avril 2019. Chloé enfila immédiatement son vieux peignoir saumon délavé en sortant de la douche, rempart contre une nudité qu'elle supportait mal, puis s'empara du sèche-cheveux. Celui-ci ronflait maintenant dans sa main gauche, tandis qu'elle se coiffait de l'autre à l'aide d'une brosse à laquelle il manquait bon nombre de poils. Elle se fit une fois de plus la réflexion qu'il serait grand temps qu'elle s'en offre une neuve, mais chaque fois qu'elle se rendait au supermarché, elle omettait de l'inscrire sur sa liste. Sa longue tignasse blonde ondulait sous les effets de la soufflerie. Le miroir se couvrit d'une buée dense, il régnait une chaleur moite trop intense dans la salle d'eau. Elle entr'ouvrit précautionneusement la porte. Chloé ne souhaitait pas surprendre son garçon de 5 ans, mais ce dernier jouait, réfugié dans sa chambre. Elle percevait les bruits caractéristiques de ces petites voitures roulant sur le parquet flottant. Elle sourit. Pour l'heure, elle jouissait du calme et de la solitude. Ces rares moments où rien d'autre ne comptait, à part elle-même, lorsqu'elle prenait du temps pour s'apprêter et se faire belle. Car en fin d'après-midi, Chloé organisait une rencontre avec le père de son enfant, et elle tenait à se présenter sous son meilleur jour. Pas tant qu'elle eût besoin de lui plaire, mais ces derniers mois l'avaient soumise à rude épreuve.
Chloé ne souhaitait pas lui soumettre une image d'elle à ce point fatiguée. Elle ne désirait surtout pas qu'il la plaigne, ni qu'il s'apitoie sur son sort, ce qui remettrait en cause les fondements de sa requête. Elle s'imposerait fièrement en femme forte. Elle enfila des sous-vêtements classiques, une jupe crayon noire tombant au-dessus des genoux, un chemisier blanc crème, et entreprit de légèrement se maquiller. Chloé n'appréciait guère la vulgarité provocante des rouges à lèvres aguichants, préférant la discrétion des couleurs pastel. Un peu de fard à paupières, un léger trait d'eyeliner, une brume de Angers-Démon. Elle était fin prête. « Michael, maman va sortir un moment. Je vais te poser chez Nounou. » Le garçon descendit 4 à 4 les escaliers, emportant avec lui un petit sac à dos griffé du nom de Flash McQueen, rempli de ses plus précieux véhicules. Il aimait aller chez Nounou, car celle-ci lui préparait toujours de succulents goûters, à base de crêpes ou de gaufres, qu'il saupoudrait de sucre ou tartinait de confiture maison, accompagnés de jus de fruits ou de chocolat chaud. Il se permettait aussi de beaucoup regarder la télévision, car Nounou possédait un abonnement satellite lui permettant de visionner quantité de chaînes pour enfants. Il s'en délectait. « On y va, maman ?» L'impatience du jeune Michael obligea sa mère à revoir ses préparatifs à la hâte. Elle se chaussa prestement, enfila une veste, récupéra son sac à main, vérifia que toutes les lumières étaient bien éteintes, se saisit de ses clés, verrouilla derrière elle, puis bondit dans sa Peugeot 208. Quelques minutes plus tard, elle sonnait chez Francesca, la nounou. « Bonjour, Francesca. »« Bonjour, Madame Blanchard, vous allez bien ?»« Un peu pressée aujourd'hui. Je suis désolée de vous prévenir si tardivement. »« Ce n'est rien. Vous savez, j'ai tout mon temps. » Chloé apprécierait avoir tout son temps également, mais ce n'était guère le cas. Elle courait du matin au soir, entre l'école, son travail et les tâches du quotidien. Elle ne se posait que lorsque ses jambes ne répondaient plus et qu'elle se réfugiait dans son lit, la tête bourdonnante et les yeux fatigués. « Je vous laisse, Michael. Je repasserai le prendre dans 2 heures environ. Ça vous ira ?»« Parfait, Madame Blanchard. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. » Chloé ne pouvait lui rétorquer qu'elle n'avait pas de temps. « Merci. À tout à l'heure, mon chéri. »« À tout à l'heure, maman. »« Tu viens, bonhomme ? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour préparer de la pâte à crêpes. Tu veux m'aider ?» Chloé attendit que la porte se referme. De retour à sa voiture, elle fila en direction du centre, où elle galéra une grosse demi-heure, coincée dans les embouteillages, avant d'enfin dénicher une place de stationnement dans l'un des parcs souterrains les plus onéreux de la ville. Pourtant en avance sur son horaire, elle se mira une dernière fois dans le rétroviseur, ajusta sa coiffure, puis consulta son téléphone. Pas de message. Elle le rangea dans son sac. En sortant du parking, Chloé flâna un instant devant les vitrines des boutiques de mode, hésita à s'offrir un ensemble printanier, se ravisa, puis se dirigea d'un pas léger vers la terrasse du café dans lequel il s'était donné rendez-vous. Les rayons du soleil dardaient leur chaleur sur les premiers touristes sirotant une bière ou un soda. Elle envia brièvement leur oisiveté, constatant avec amertume que ces journées ne se déclinaient qu'en marathons épuisants et qu'elle se verrait bien s'accorder 1 ou 2 jours de détente à l'abri d'un parasol. Elle s'engouffra à l'intérieur, avisa un coin isolé à l'écart du brouhaha, tira la chaise, commanda un cappuccino, puis se relaxa. Le père de Michael ne devrait plus trop tarder. Elle patienta en consultant d'un œil distrait les pages dénuées d'intérêt de son compte Facebook, trouva la situation ironique en constatant qu'elle ne postait quasiment rien sur le réseau social, et qu'en fait de social, cet outil de voyeurisme adoubé par les foules ne proposait décidément que la solitude d'un isolement choisi. Elle referma l'application. Inutile de prendre sa tasse en photo, d'y ajouter un smiley imbécile auréolé d'une légende de type « Chloé se sent parfaitement bien », cela ne ferait qu'ajouter de la laideur à un fond déjà bien déprimant. Il ne manquerait plus qu'elle se rabaisse à la mode du selfie modifié par un filtre lui attribuant des moustaches de chat ou des oreilles de lapin. Elle trouvait cette manie parfaitement avilissante,
et se lamenter d'apprendre que les adolescentes d'aujourd'hui déifiaient une chirurgie esthétique leur promettant de correspondre à ces photos retouchées. Triste réalité d'un monde partant à la dérive sur un océan de virtuel. Chloé l'aperçut du coin de l'œil. Elle lui fit signe, il approcha, s'installa, commanda une bière ambrée. « J'ai pas énormément de temps », commença-t-il en essuyant la mousse de ses lèvres. « Hé, bonjour quand même !» rétorqua-t-elle d'un ton agacé. « Tu pourrais être moins poli si t'es pas joli. » Il sourit. « Oui, pardon, comment vas-tu ?»« Bien, et toi ?»« Stressé, mais ça peut aller. » Il y eut 1 minute de silence. Chloé jouait avec sa cuillère, la faisant tourner sur elle-même, comme lorsqu'elle déjeunait à la cantine de son collège. « Action ou vérité ?» proposa-t-elle soudain, alors que l'embout du couvert désignait l'homme face à elle. Il la dévisagea, surpris par cette étrange question. « J'ai passé l'âge !» répondit-il en l'observant du coin de l'œil. « Mais je suis très sérieuse. Action ou vérité ?»« Arrête, je ne suis pas venu pour ça. »« T'as peur ?»« C'est pas ça, tu le sais bien. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai très peu de temps. Alors si on pouvait aller à l'essentiel, ce serait plus simple. Tu m'as fait venir pourquoi ?» Elle se renfrogna. « T'es pas joueur ? Bon, si tu insistes. Comment on fait pour Michael ?»« Comment ça, comment on fait pour Michael ? Bah, c'est toi qui en as la garde, non ? C'est ton fils. » Elle fit une moue de désapprobation. « C'est aussi le tien, je te rappelle. D'où ma question. » Il laissa passer quelques secondes avant de répondre. « Je croyais qu'on était d'accord. Tu le gardes et je subviens à ses besoins. » « Oui, mais j'ai changé d'avis. Maintenant, j'aimerais bien que tu t'en occupes un peu plus. Il commence à être grand. Il pose des questions et puis, pour tout avouer, j'ai besoin de liberté. » « Tu sais bien que c'est impossible. On s'était mis d'accord dès le départ. On ne change pas les termes du contrat. » Elle grimaça. « Justement, de contrat, il n'y a pas. Effectivement, on s'était vaguement arrangé à l'époque, mais rien n'est écrit. Ton fils te réclame, tu ne peux pas en avoir rien à foutre. »« J'en ai pas rien à foutre, comme tu dis. Mais tu sais très bien que dans ma situation, je ne peux pas me permettre d'élever un gamin. »« Je ne te parle pas de l'élever. Ça, je m'en charge. Je te demande juste de le prendre 2 week-ends par mois, histoire que je sois un peu plus tranquille de mon côté et que je puisse enfin avoir du temps pour moi. C'est pas trop te demander, si ? » ?»« Impossible. » »« Et pourtant, tu vas le faire. Je ne te laisse pas le choix. » Chloé se leva, signifiant la fin de l'entretien. Il voulut la retenir. « Attends, tu ne peux pas me faire ça !»« Pourquoi ? » ?»« Avec mon job, tu sais très bien que ce ne sera pas possible. Je bosse aussi les week-ends parfois. »« Très bien. Alors tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre ton agenda et on s'appelle pour fixer des dates. Tu n'auras qu'à dire à tes clients que certains week-ends tu gardes ton fils. Ça se fait dans toutes les bonnes familles. Et puis ce n'est pas tellement une demande amicale en fait, c'est plutôt un ordre que je te donne, car tu connais les gens pour qui je travaille et ils ne seront pas prêts à faire des concessions. » Il l'observa un instant, accusant la menace à peine voilée. Il lui sourit en lui tapotant sur l'épaule. « Tu verras, ça va bien se passer, » conclut-elle en s'éloignant. Chapitre 3. Mauvaise nouvelle. Samedi 13 avril 2019, 3 heures. Nathalie bondit de son lit, téléphone en main. À ses côtés, Bernard vrombissait telle une vieille locomotive, ignorant l'activité nocturne se déroulant dans la chambre à coucher. « Allô ?» fit-elle d'une voix rocailleuse tout à fait inamicale. « Madame Brémeux ?» s'enquit poliment une jeune femme à l'autre bout du fil. « Oui, que me voulez-vous ? Et d'abord, qui êtes-vous » Bernard tourna, grogna, renifla, puis se mit à ronfler de plus belle. Nathalie bougonna, lui lança un regard hostile avant de se lever contrariée pour s'éloigner du lit. Son ours de mari lui sortait parfois par les yeux, mais elle s'en accommodait bon gré mal gré, davantage par habitude que par véritable amour. 30 ans de mariage, c'est long, surtout à partir du moment où les enfants quittent le nid pour voler de leurs propres ailes, abandonnant le couple géniteur à son indubitable triste sort. Nathalie s'était subitement retrouvée coincée entre son boulot
et le tempérament mou de son chien battu de conjoint, livré à ces tourments de mère délaissée n'ayant plus aucun but dans la vie. Si l'on s'accorde assez facilement à envisager indiscutablement la dépression postpartum, qu'en est-il du soudain abysse parental que suit la désertion du foyer? Nathalie l'avait prise en pleine figure et avait mis des mois à s'en remettre. « Vous êtes bien Madame Brémeux, Nathalie, habitant au 46 rue Voltaire ? Bon sang, mais oui! Allez-vous me dire ce que vous me voulez à 3 heures du matin? Vous croyez que j'ai que ça à foutre? Et je vous préviens, si c'est une plaisanterie, je porte plainte. » « Il ne s'agit pas de ça du tout, Madame Brémeux. Je suis infirmière au service des urgences neurologiques de l'hôpital. Votre mère a fait une attaque. Elle a été hospitalisée. On a trouvé une carte dans ses papiers nous indiquant qu'il fallait vous prévenir. » Nathalie resta muette. Elle contemplait son reflet déformé dans le grand miroir décoratif du couloir. Ses cheveux en bataille, les lourdes poches violacées sous ses yeux et la grimace figée sur son visage ridé lui renvoyaient la métaphore inquiétante d'une sorcière maléfique de dessin animé. Engoncée dans une robe de chambre élimée, elle transpirait en se dandinant d'un pied sur l'autre, incapable de sortir de sa torpeur. « Madame Brémeux ?» L'infirmière dut insister plusieurs fois avant que Nathalie ne reprenne le contrôle. « Comment va-t-elle » soupira-t-elle. « Elle est inconsciente. On l'a placée sous oxygène. Son pouls reste faible, mais il est régulier, ce qui sous-entend une activité cérébrale proche de la normale. Mais la saturation est basse. » « La saturation, ça veut dire quoi ? » ?»« C'est le taux d'oxygène dans le sang. Et il continue de baisser. Il faudra qu'elle soit intubée. » »« Ah !» Nathalie laissa ses infos techniques se frayer un chemin jusqu'à son cerveau avant de reprendre la conversation. Elle n'y entendait pas grand-chose en termes de charabia médical, mais elle faisait confiance au médecin. « Concrètement, qu'est-ce qu'on est censé faire ? » ?»« Rien. Il faut attendre. Elle peut revenir à elle dans 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Ou pas du tout. » coupa Nathalie fataliste. « Dites-le franchement. C'est une possibilité que nous devons malheureusement envisager. » balbutia l'infirmière un peu gênée. « Mais ne vous inquiétez pas, on fera tout notre possible pour que... » »« Arrêtez votre bavardage. Je ne suis pas en sucre. Inutile de me ménager. Je sais que vous ferez de votre mieux, mais le fait est que ma mère est dans le coma. Et je sais ce que ça implique. Dites-moi plutôt quand pourrais-je passer la voir. Vous faut-il quelque chose en particulier ? » ?»« Nous avons ses papiers d'identité, sa carte vitale, sa mutuelle. Pour nous, c'est bon. Vous pouvez lui apporter des vêtements et une trousse de toilette au cas où elle se réveille rapidement. » »« D'accord. Quand ? » ?»« À partir de demain matin, 10 heures. » »« Bien, ce sera fait, merci. » »« Bonne nuit, Madame Brémeux. » »« C'est ça, à demain. » Elle raccrocha. Une larme perla au coin de son œil droit. Elle l'essuya d'un revers de manche, puis descendit. « Bonne nuit. Mais quelle conne, cette infirmière !» Nathalie tourna un moment en rond au milieu du salon, incapable de maîtriser les émotions qui se bousculaient dans sa tête, l'envahissant d'images furtives et de souvenirs rendus douloureux. Son regard perdu glissa subrepticement sur les bouteilles de Saint-Joseph destinées à la journée d'anniversaire, déclenchant une montée d'angoisse qui lui serra la gorge et fit monter des larmes. « Ressaisis-toi, ma vieille, » grogna-t-elle. « Elle n'est pas morte. » Pour donner corps à ses propos, Nathalie déboucha l'une des bouteilles, se servit et s'écroula sur une chaise en levant son verre bien haut. « À la tienne, maman, et bon anniversaire !» déclama-t-elle tout haut en prenant le risque de réveiller Bernard. « Oh, et puis merde !» fit-elle en se resservant. « Qu'est-ce que ça va changer de toute façon ?» Soudain prise d'un doute, elle consulta la liste des derniers appels reçus sur son mobile et constata sans surprise que le numéro du centre hospitalier ne correspondait pas à celui qui l'avait harcelé.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.